Connaissance, recherche, sciences, et mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Merci beaucoup et merci aux organisateurs pour m'avoir invité à parler de nos travaux à l'Institut Pasteur. Je fais pas partie, j'ai pas eu la chance ni l'honneur de travailler avec Jean Dosset, mais je l'ai connu il y a une dizaine d'années quand j'étais arrivé en France. Et je l'ai vu plusieurs fois, la première fois dans son bureau au CEF, et les autres fois soit à Paris, soit à Majorque, dont je suis originaire. C'est pour ça qu'on se voyait parfois en été à Majorque. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites de Jean Dosset, mais je ne veux pas me répéter. La seule chose que peut-être n'était pas dit assez, et qui m'a énormément frappé en étant moi-même relativement jeune, c'est que c'est une des scientifiques les plus modernes que j'ai connues. Il disait des choses extrêmement modernes, et je pense que ça dit déjà énormément sur le personnage humain et scientifique qu'il était. Donc, vous avez vu dans plusieurs des exposés précédents qu'il y a eu grandes étapes dans les dernières années en génétique humaine. Le séquençage complet du génome humain, qui, comme vous savez, ça a été extrêmement important, mais en aucun cas ça donnait une idée sur l'outil de notre travail, c'est-à-dire la diversité génétique entre individus, entre populations. Et c'est pour cela qu'ensuite, il y a eu plusieurs consortiums qui avaient comme but principal la découverte de cette diversité, l'identification à niveau populationnel de cette diversité et la construction des haplotypes dans les différentes populations, comme le SNP Consortium, HapMap, qui maintenant est en phase 3 et utilise, comme ça a été dit déjà, une partie de la collection du CEF, et le projet HGDP-CEF, que ça a été déjà expliqué, quel est le but de ce projet, et le projet actuel 1000 Genome Projects, que c'est encore en route. Donc, l'outil de travail pour tout généticien humain ou généticien de population, c'est cette diversité. Cette diversité, on sait que si vous prenez deux individus au hasard, quelle que soit l'origine géographique ou ethnique de ces individus, il y a très peu de diversité. Leur génome diverge en juste 0,1% de leur génome, ce qui quand même équivaut à 3 millions de différences sur 3 milliards de bases qui fait un génome. La plupart de cette diversité n'a pas d'effet phénotypique ou n'a pas d'effet phénotypique connu, et donc la répartition de toutes ces mutations qu'on a vues ici, qu'on appelle neutres, entre les différentes populations, est juste dictée par ce qu'on appelle la dérive génétique, qui n'est pas autre chose que le hasard et l'histoire démographique. Mais une partie de cette diversité aura un effet phénotypique, aura un effet phénotypique bénin, comme c'est simplement nos différentes apparences physiques, mais une partie de cette diversité génétique en rouge ici explique aussi nos différentes adaptations au climat. Une partie de cette diversité génétique explique, comme ça a été évoqué, que pas tout le monde métabolise de la même façon les aliments, le lait, l'alcool. Une partie de cette diversité génétique explique aussi pourquoi pas tout le monde réagit de la même façon face aux traitements thérapeutiques, le métabolisme des médicaments, des substances exogènes. Donc on rentre dans la pharmacogénétique ici. Et finalement, la partie qui nous intéresse le plus dans le cas de mon laboratoire, c'est qu'une partie de cette diversité génétique explique pourquoi on n'est pas tous égaux face à l'infection et on n'est pas tous égaux non plus face, une fois infectés, au développement de la maladie infectieuse correspondante. Dans le cadre de l'étude des mutations neutres, que je viens de vous montrer, que c'est très utile pour mieux comprendre l'origine de l'homme et les migrations humaines, ici c'est un exemple d'une étude qui a utilisé le panel HGDP-CEF, et vous pouvez voir aussi, comme avec plus de 650 000 SNP repartis d'une façon
relativement homogène dans le génome, on a une partie de la variabilité génétique qui distingue très bien les différentes populations continentales. Et tout ça avec des analyses de composants principales, que déjà quelque chose que j'endossais d'une façon visionnaire, comme tout le monde en parle maintenant, comme si c'était quelque chose d'évident, mais il y a plus de 25 ans, il parlait qu'il fallait déjà, pour comprendre la maladie, comprendre la diversité génétique dans la santé. Ces mêmes études, ça c'est une autre étude qui a utilisé aussi, récemment publiée, qui a utilisé aussi la base de HGDPSF, qui montre aussi comment les différents types de polymorphismes ne vont pas montrer le même niveau d'informativité pour distinguer les populations humaines. D'une façon assez surprenante, les SMP utilisés tout seuls ou les SMP phasés en haplotype sur le même chromosome ne vont pas montrer des grandes différences à niveau d'informativité de structuration de population, comme vous pouvez voir en gros ici, ou avec la disposition des couleurs qui reflètent les différentes populations humaines ici. Mais l'étude de CMV, c'est-à-dire les régions, son copy number of variants, des régions qui sont répétées dans le génome, même si c'est très utile pour d'autres types d'études, n'ont pas beaucoup d'informativité. En gros, il y a beaucoup de bruit de fond pour distinguer entre les différentes populations humaines. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on sait aujourd'hui sur la base de la diversité génétique neutre, de la génétique, de l'archéologie, de l'anthropologie. L'homme s'est originé en Afrique il y a à peu près 200 000 ans, aura quitté l'Afrique il y a entre 60 et 100 000 ans pour coloniser le reste du monde. Mais pendant ces migrations humaines, l'homme a dû s'adapter à différents environnements, que ce soit des environnements climatiques, que ce soit des ressources nutritionnelles ou que ce soit aussi des agents infectieux. Donc la base de la sélection naturelle et de l'adaptation humaine, c'est que les variants génétiques de l'hôte humain, dans ce cas-là, qui permet aux populations de mieux survivre face aux agents infectieux, auront été sélectionnés. Je vous rappelle juste avant de vous rappeler les différents types de sélection naturelle, vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, l'impact des maladies infectieuses sur l'évolution de notre génome. Déjà, Allison et Montalente avaient vu déjà aux années 50 comment l'état hétérozygote de l'hémoglobine S protège contre le paludisme, mais l'état homozygote va engendrer une drépanocytose. Aussi en Afrique, même une mutation nulle, c'est-à-dire une mutation perte de fonction, peut s'avérer être un avantage sélectif, quand c'est le cas de la mutation nulle dans le système DAFI, le gène DARC, que cette mutation nulle présente presque fixation, donc presque 100% de fréquence dans certaines populations africaines, parce qu'elle serait associée à une protection plus importante contre Plasmodium vivax. Quoi qu'il en soit, ce qu'il est clair, si on tient compte que c'est quelques exemples génétiques, et si on sait que jusqu'à il y a en gros 100 ans, avant les découvertes de Pasteur de l'hygiène, les antibiotiques et les vaccins, les maladies infectieuses décimaient les populations européennes et continuent à décimer les populations dans les pays non industrialisés. Je vous rappelle juste les différents types de sélection naturelle, parce que je vais en parler à travers différents exemples. On a la sélection négative ou la sélection purificatrice. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Ça sont des chromosomes. En bleu, vous avez des mutations neutres, c'est-à-dire des mutations qui ne font rien, qui n'ont pas un impact sur le phénotype ou sur la fitness. Et ici, en noir, vous avez des mutations désavantageuses, des mutations délétères qui, à plus ou moindre mesure, vont être associées, par exemple, à une susceptibilité plus importante à développer une maladie. Donc, au long des générations, on aura une tendance à s'en débarrasser de ces mutations délétères. La sélection positive ou directionnelle ou darwinienne, il y a beaucoup de confusion dans la terminologie, parfois en génétique de population, mais c'est exactement le contraire, c'est-à-dire on a des mutations neutres aussi, et il apparaît une mutation rouge ici, disons, qui nous protège plus contre le paludisme dans un environnement, on va dire, endémique en malaria. Donc, au cours des générations, cette mutation va avoir la tendance à augmenter en fréquence dans la population. Et finalement, on a la sélection balancée, que ce n'est plus l'avantage de la mutation rouge qui va être sélectionné, mais c'est la mutation rouge en état hétérozygote. Et donc, au cours des générations, on aura une augmentation des hétérozygotes
dans la population. L'exemple qu'on vient de voir de l'hémoglobine S, parce que dans son état hétérozygote, protège contre falciparum malaria. Donc maintenant aujourd'hui qu'on a accès à des données à niveau du génome entier, différents projets internationaux, HGDPSF, HapMap, PearlGene, Seattle SNPs, on a beaucoup de projets qui nous permettent d'interroger le génome et de poser des questions comme par exemple dans quelle mesure, à niveau du génome entier, la sélection naturelle a agi, ou d'autres questions comme par exemple, on voit que dans notre espèce, il y a beaucoup de diversité phénotypique, que ce soit au niveau des apparences physiques, mais aussi au niveau des susceptibilités à plusieurs maladies. Cette différenciation des populations, cette différenciation phénotypique des populations humaines, est-ce qu'elle résulte que du hasard, de la dérive génétique, des migrations, ou est-ce qu'elle peut refléter aussi une adaptation locale des différentes populations aux différents environnements? Et si c'est le cas, c'est-à-dire si la sélection naturelle a agi significativement dans la différenciation des populations humaines, quels ont été les gènes qui ont plus participé dans ces phénomènes d'adaptation locale. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, mais pour cela, je voudrais juste vous montrer le raisonnement de notre étude. Le raisonnement de notre étude est que sous neutralité, ici on a une population ancestrale, il y a une mutation rouge qui n'a aucun effet. Donc il y a les splits de population, il y a à peu près 60 000 ans, africains, européens, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc la fréquence de cette mutation rouge, sous neutralité, va fluctuer par pur hasard, dérive génétique. Donc aujourd'hui, si on regarde la distance génétique entre les populations africaines ou européennes ou africaines, asiatiques, sont toujours extrêmement faibles. Il y a très peu de mutations qui sont spécifiques d'une population et complètement absentes de l'autre, ce qui abolit le concept scientifique, en tout cas, de race. Mais ce qui peut arriver, c'est sous sélection naturelle. Imaginons qu'on a une mutation ici. Et cette mutation n'est plus neutre. Cette mutation ici va protéger plus contre le paludisme. Donc, on a le split de population de la même façon, mais il y a une différence ici. Et c'est la pression de sélection, l'environnement. On a du paludisme en Afrique et pas en Europe. C'est une caricature, c'est juste pour montrer. Donc, on arrive jusqu'à aujourd'hui. Cette mutation va augmenter très vite en Afrique parce qu'elle protège contre le paludisme, tandis qu'en Europe, va continuer à fluctuer par dérive génétique et elle peut même disparaître. Donc pour cette mutation en particulier, on va trouver une différenciation génétique extrême entre Afrique et Europe. C'est ce qu'on a cherché. Donc on a analysé, mais avant de vous montrer ça, déjà, pour revenir un peu à ce que disait Marc Latrobe juste tout à l'heure, ça c'est aussi avec les données du CEF, il y a effectivement dans le génome des mutations, pas beaucoup, quelques milliers, qui sont extrêmement différenciées entre les populations. Vous pouvez voir ici des mutations dont leur état dérivé, on ne le trouve que hors d'Afrique, donc une énorme différenciation entre l'Afrique et le reste. Des mutations qui, en revanche, sont européennes ou indo-européennes spécifiques, et des mutations qui sont asiatiques de l'Est spécifiques. Alors, qu'il y ait des mutations dans des gènes qui sont extrêmement différenciés entre populations ne veut pas dire qu'il y a eu de la sélection naturelle. Ça peut se faire aussi par la dérive génétique. Pour cela, pour distinguer quels de ces gènes qui sont extrêmement différenciés entre populations, c'est juste dû au hasard ou quels sont impliqués dans la sélection naturelle, il y a différentes façons de le faire. Une façon, c'est regarder l'étendue de déséquilibre de liaison autour d'un gène. Ça, c'est une étude qui a été faite en utilisant aussi le HGDPSF par le groupe de Jonathan Pritchard et Joe Pickrell à Chicago, et ils ont montré que certains de ces gènes, qui, comme vous voyez ici, montrent des différences de fréquence extrêmes entre populations, montrent des étendues de déséquilibre de liaison extrêmement importantes dans ces populations-là. C'est ce qui est une signature inéquivoque de la sélection positive et de l'adaptation locale. Dans ces cas-là, ce sont 3 gènes impliqués, ce qui fait beaucoup de sens, dans la pigmentation de la peau. Donc nous, nos intérêts à nous, c'est la sélection naturelle dans le cadre de l'immunité. On peut l'étudier à niveau du génome entier, on va en voir un exemple,
mais aussi on s'intéresse à des familles de gènes ou des gènes candidats, notamment l'immunité innée. Donc on étudie des gènes comme les TLR, on va voir un exemple, mais d'autres familles de récepteurs de l'immunité innée, extra ou intracellulaires, comme les NOT-like, les RIG1-like et les lectines de type C. Les objectifs de nos travaux sont mesurer l'intensité de la sélection naturelle, identifier le type de sélection naturelle s'il y en a sur les gènes du système immunitaire pour éventuellement distinguer ces gènes qui sont essentiels et non redondants dans le système immunitaire de ceux, et on va voir un exemple de comment on y arrive, qui joueraient un rôle plus redondant et qu'il y aurait une dualité à niveau du système immunitaire inné dans la reconnaissance des pathogènes. Tout cela, c'est-à-dire l'étude qu'on fait à niveau de génétique évolutive, on les intègre dans un cadre, grâce à nos collaborations, notamment en France avec Necker, de l'épidémiologie génétique et la génétique clinique. Donc, à niveau génome entier, on a l'année dernière analysé à peu près 2,8 millions de SNP du projet AppMap, dont la population européenne vient aussi de la collection du CEF, et on a analysé les niveaux de différenciation entre populations, comme on vient de voir. On voulait identifier quels sont les SNP qui sont extrêmement différenciés entre populations, mais au lieu de faire une étude classique, comme ça avait été fait jusqu'au moment, on a mesuré la différenciation de tous les SNP, les 2,8 millions de SNP, mais par type de SNP. Par SNP génique, non génique, localisé en 5', synonyme, non-sens, etc. Parce que la démographie, le raisonnement, c'est que la démographie va influencer de la même façon tout le génome. Tandis qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de différenciation entre populations pour les SNP qui changent l'acide aminé que pour ceux qui ne le changent pas, si ce n'est pas à cause de la sélection naturelle. Et effectivement, ce qu'on a trouvé, c'est que si on prend tous les SNP du génome qui présentent un niveau de différenciation FST, peu importe, mais c'est un niveau de différenciation extrême entre populations humaines, il y a un excès très significatif des SNP qui changent l'acide aminé ou des SNP qui sont localisés dans les régions 5' UTR, ce qui montre que la sélection positive a particulièrement ciblé les mutations qui vont changer la protéine, donc, ou des mutations qui sont localisées dans des régions potentiellement régulatrices de l'expression génique. La question qu'on s'est posée après, évidente, c'est s'il y a eu de la sélection positive ici et ici, quels sont les gènes, à quels gènes correspondent toutes ces mutations-là. Donc ça nous a permis d'identifier environ 600 gènes qui sont sous sélection positive et qui, ici vous pouvez voir un résumé des différents phénotypes dans lesquels ces gènes sont impliqués. Donc ces gènes sont sous sélection positive, ces gènes sont extrêmement différenciés entre populations et on trouve des fonctions comme les traits morphologiques, pigmentation de la peau, développement des cheveux, c'est évident, c'est un bon contrôle que ça marche parce que ce sont des phénotypes qui sont évidents, qui varient entre les populations humaines. Mais on trouve aussi d'autres fonctions assez intéressantes comme la régulation de l'insuline et le syndrome métabolique, obésité, diabète, hypertension, un phénotype qu'on sait que même si on corrige pour les facteurs socioculturels et économiques qui influencent si on est plus ou moins obèse, qui varient entre populations humaines, notamment dans la population afro-américaine. Et on trouve aussi des gènes impliqués dans la réponse immunitaire aux pathogènes. Un gène intéressant dans ce cas-là, c'est CR1 qui est impliqué dans la sévérité au paludisme. Plus récemment, ce qu'on a fait, c'était une méta-analyse dans laquelle on a mis ensemble les 20 genome scans qui ont été faits de sélection naturelle dans le génome humain et on a identifié entre ces 20 études les gènes qui sont impliqués dans l'immunité sens large. Qu'est-ce que ça veut dire immunité sens large? En tout cas pour nous, ça veut dire tout ce qui est impliqué dans la défense de l'autre contre les pathogènes. L'hémoglobine S n'est pas un gène de l'immunité, mais est un gène de l'immunité. Donc on a été très large dans ça. Et on a aussi identifié donc, les gènes qui ont été répliqués au moins par 2 études indépendantes en utilisant des données différentes. Ce qui nous a permis de proposer une carte d'à peu près 180 gènes de l'immunité qui sont soumis à la sélection naturelle chez l'homme. Ça veut dire qu'ils ont joué et jouent encore un rôle très important dans nos défenses
contre les pathogènes entre ces gènes. On trouve par exemple toute la famille des interleukines 1, des gènes comme un gène NOD quelque part par ici, et entre autres. Aussi, ce qu'on a pu voir, si on essaye de dater quand cette sélection naturelle est commencée à arriver, on a pu voir qu'entre tous ces gènes de l'immunité, il y a une surreprésentation d'événements sélectifs récents. Récente, ça peut vous faire rire quand je dis que quelque chose de récent, c'est 30 000 ans, mais c'est récent d'un point de vue d'évolution humaine, ce qui montre que dans les dernières phases de notre évolution, qui inclut le néolithique, notre système immunitaire a été particulièrement challengé. Un exemple d'une étude qu'on a fait à niveau famille candida, on a travaillé sur la famille des toll-like receptors chez l'homme. Les TLR chez l'homme sont 10. Il y en a 6 qui sont localisés extracellulaires et qui sont plutôt impliqués. Les TLR font partie de l'immunité innée. Pour ceux que ne le savent pas, l'immunité innée, c'est la première ligne de défense de l'autre contre les pathogènes. Quand on est infecté, on a différentes cellules, comme par exemple les cellules dendritiques ou les macrophages, qui viennent avec des récepteurs qui vont directement interagir avec des motifs typiques des pathogènes ou des produits métaboliques des pathogènes. Donc c'est la première ligne d'alerte que quelque chose qui cloche est rentré dans notre corps, soit impliqué dans d'autres fonctions aussi, mais je ne vais pas en parler. Donc chez l'homme, une des familles de l'immunité innée, des récepteurs de l'immunité innée, sont les TLR. On en a 6 qui sont extracellulaires et sont principalement impliqués dans la reconnaissance des bactéries, des parasites et des champignons. Il y en a 4 qui sont intracellulaires, principalement confinés dans les endosomes et qui sont principalement ces 4-là, 3, 7, 8 et 9, impliqués dans la reconnaissance des virus via la reconnaissance des acides nucléiques. Donc, approche de génétique de population classique, on s'est demandé et on voulait savoir dans quelle mesure les différents membres des TLR ont été ciblés par la sélection naturelle et comment. On les a séquencés, les 10 TLR, dans un panel de populations de différentes origines ethniques. Et ce qu'on a pu voir d'abord, c'est qu'il y avait 4 TLR qui étaient soumis à des fortes pressions de sélection purificatrices. Ça veut dire quoi? Que ces 4 TLR ne peuvent pas se permettre d'accumuler des mutations qui vont changer leur acide aminé. Ces 4 TLR doivent être essentiels et non redondants parce qu'il y a un contraste électrique très fort qui empêche la diversité. Cette dichotomie sont ces 4-là en rouge, de ce 4-là sous sélection purificatrice et ces autres qui ne se distinguent pas de la neutralité auraient pu être au hasard, mais quand on regarde qu'est-ce que chacun de ces TLR reconnaît, on se rend compte que ça correspond parfaitement dans la dichotomie TLR intracellulaire et principalement impliqué dans la reconnaissance des virus par rapport au TLR extracellulaire et impliqué dans la reconnaissance des autres microbes. Là, j'ai une petite anecdote de ça. Cet été 2009, non, l'été 2008, je suis allé voir Jean Dosset à son appartement de Palma et je lui ai expliqué ça. Et juste pour vous dire son niveau d'intérêt dans tout ce que je lui disais, ça montre alors que les virus ont exercé plus de pression de sélection que les autres types de microbes. Et il m'a répondu, mais qu'est-ce qu'il reconnaît ce TLR des virus? Et je lui ai dit, il reconnaît les acides nucléiques. Il m'a dit, mais ça peut être dû à beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas oublier que nous avons des acides nucléiques. Donc, juste pour vous dire qu'il d'une façon très juste, a corrigé ma naïveté, mon passionnement un peu infantile. Pour revenir à ça, pourquoi les TLR intracellulaires, principalement impliqués dans la reconnaissance des virus, sont sous très forte pression de sélection purificatrice, soit parce que les virus ont exercé plus de pression de sélection que les autres microbes, au moins pour ceux qui regardent la famille des TLR, soit parce qu'il ne faut pas oublier qu'une façon qu'a trouvé l'hôte de reconnaître les virus, qui, comme vous savez, évoluent très vite, c'est de reconnaître quelque chose du virus que ne peut pas trop changer, que c'est les acides nucléiques, mais les acides nucléiques, ça fait partie de notre soi, donc ça pourrait être aussi pour éviter la reconnaissance du soi, la libération du comportement endosomal, on ne sait pas. Le fait est que
Quand on regarde dans l'écosystème naturel, donc ça c'est la proportion d'individus dans la vraie vie, dans la rue, sur notre panel, bien sûr, d'Européens, Asiatiques et Africains, qui montrent une mutation qui change l'acide aminé, prédite d'être probablement délétère, ou même des mutations stop. Ce qu'on peut voir, c'est que les 4 TLR intracellulaires, ça résulte de l'analyse d'avant, ne peut pas accumuler, ou très peu en tout cas, les mutations qui vont changer les acides aminés, mais que les autres TLR montrent, regardez TLR5, dans ce cas-là, c'est un 10% de la population européenne présent une mutation stop qui agit d'une façon dominante négative et qu'on pourrait dire, une hypothèse qui est connue comme the less is more, une perte de fonction, parfois peut être avantageuse, mais dans ce cas-là, il n'y a aucune évidence que cela est. Donc, ce qu'on a pu conclure de cette étude, c'est que par exemple TLR5 serait un gène redondant dans le système immunitaire inné chez l'homme. TLR5, dans ce cas-là, reconnaît la flagelline, il doit avoir d'autres mécanismes, comme c'est IPAF par exemple, de reconnaissance de la flagelline. Donc, si un 10% de la population européenne, en gros, est knock-out pour TLR5, ce n'est pas grave, parce que quelqu'un d'autre va prendre la relève. Mais le fait que cette étude nous a permis de dire aussi, c'est de distinguer cette redondance plus importante, pas par tous, mais une redondance plus importante des TLR extracellulaires par rapport aux TLR intracellulaires impliqués dans la reconnaissance des virus qui sont essentiels et non redondants. Mais cette redondance, entre guillemets, implique aussi une certaine flexibilité. Ces gènes-là peuvent se permettre d'accumuler des mutations et parfois, certaines de ces mutations peuvent être avantageuses. On a comparé tous nos SMP de TLR avec un background de 2,8 millions de SNP du projet AppMap, et on a pu identifier un haplotype en particulier fait de TLR 1, 6 et 10 extrêmement différenciés dans la population européenne. C'était confirmé par une autre étude qui utilisait les données du CEF, que vous pouvez voir ici. C'est un haplotype de TLR 1, 6 et 10 qui est présent qu'en Europe et présent à un niveau de différenciation extrêmement élevé par rapport aux Asiatiques et aux Européennes. Par contre, quand cet haplotype est fait de 3 TLR, parce que ce sont les 3 TLR, les seuls 3 TLR qui sont ensemble sur le même chromosome, il y a un déséquilibre de liaison, on a voulu savoir quelle est la cause fonctionnelle de ça. Donc, par mutagénèse dirigée et transfection cellulaire, on a créé les différentes mutations qui composent cet haplotype et on a pu voir que, en mesurant l'activation d'NF-κB comme un proxy de la réponse immunitaire, qu'il y a une mutation fonctionnelle dans cet haplotype, dans TLR1, et que cette mutation entraîne une diminution de la réponse immunitaire de l'activité NF-κB d'environ 60%. Donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que TLR1 montre une mutation qui implique une réponse immunitaire diminuée, qui a été sélectionnée positivement en Europe. Alors, comment expliquer qu'une diminution de la réponse immunitaire a engendré un avantage sélectif? Excusez-moi, il ne faut pas oublier que cette même mutation, qu'on montre qu'elle est sous sélection positive et qu'entraîne une diminution de la réponse immunitaire, a été montrée pour protéger contre la tuberculose et la lèpre, que sont des maladies infectieuses, mais sont aussi, parce qu'elles sont causées par des agents infectieux, mais sont des maladies aussi inflammatoires. Tout ça ensemble soulève des questions entre le compromis de bien reconnaître les pathogènes, mais ne pas trop exagérer une réponse inflammatoire qui va être nuisible pour l'hôte. Plus récemment, dans ce cadre-là, ce qu'on a voulu voir, c'est si on prend tous les SNP du projet AppMap en Europe, à peu près 4% de tous ces SNP-là présentent des signatures de sélection positive. Mais après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les SMP qui ont été associés à des maladies par Genome-Wide Association Studies, quelle que soit la maladie. Et on trouve qu'il y a un léger excès, pas significatif, de SNP
que serait sous sélection positive, ce qui fait du sens, parce que si ce sont des études d'association, entre tous ces SNP-là, il doit y en avoir qui protègent contre la maladie. Donc on s'attend à un excès de SNP sous sélection positive. Mais quand on restreint nos analyses à les Genome-Wide Association Studies qui étudient des associations avec des maladies qui ont une composante immunitaire, que ce soit une maladie infectieuse, inflammatoire ou auto-immune, il y a un excès significatif d'SNP sous sélection positive. Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce que ça serait la logique? Que cet excès qu'on trouve ici, ou la logique pour nous, qu'on n'est pas des immunologistes, que tous ces SNP-là sont les SNP qui protègent contre les maladies infectieuses. Parce que vous savez, quand on parle de susceptibilité, il y a toujours les deux faces de la monnaie. C'est la même chose que dire protection, si on regarde l'autre allèle. Mais quand on regarde, pour la plupart des maladies, vous avez ici les différentes maladies, avec une composante immunitaire, et ça sont tous les SNP qui ont été publiés pour être associés à la maladie. Et à partir d'ici, sont les SNP qui sont sous sélection positive. On s'attendrait donc que la plupart de ces SNP protègent contre la maladie, mais ce n'est pas le cas. La plupart de ces SNP augmentent le risque de développer la maladie. Donc comment expliquer que des mutations qui augmentent le risque de développer la maladie sont ou ont été sous sélection positive? Pour cela, il faut regarder le type de maladies dans lesquelles on parle. La plupart sont des maladies inflammatoires. La plupart sont des maladies auto-immunes. Donc, on attend qu'il y ait beaucoup plus de Genome-Wide Association Studies avec des maladies infectieuses qu'il y en a encore relativement peu, pour pouvoir tester l'hypothèse si le fait que ce SNP-là sous sélection positive augmente le risque des maladies inflammatoires auto-immunes n'est pas autre chose que le résultat d'une sélection positive, parce que ce même SNP-là sont associés à une protection contre les maladies infectieuses. Autrement dit, pendant tellement de temps, il y a eu de la sélection positive pour lutter contre les maladies infectieuses, que les mêmes SNP qui protègent contre les maladies infectieuses sont associés, comme notre petit exemple, humble exemple de TLR1, à une augmentation du risque inflammatoire, auto-immune, etc. Vers où on va et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, on continue nos études genome-wide à niveau de la sélection balancée dans ces cas-là. On essaye de corréler la diversité génétique et immunitaire de l'hôte avec la diversité pathogénique et on continue à creuser d'autres voies de l'immunité innée en particulier avec d'autres types de récepteurs comme je vous ai parlé avant. Et finalement, une des questions qu'on voudrait essayer de répondre dans les prochaines années, c'est une question très simple qui, à mon avis, n'a été pas répondue, adressée d'une façon correcte. Ce n'était pas vraiment adressé. C'est qu'est-ce que c'est une réponse immunitaire saine? Quelle est la variabilité de la réponse immunitaire saine et quelles sont les corrélations entre les génotypes et les phénotypes dans la santé et dans la réponse immunitaire. Donc, vous avez vu que notre outil de travail, c'est la diversité génétique humaine. Et avec cet outil, on essaye avec nos collaborateurs, de relier le trou qu'il y a entre évolution et médecine. C'est-à-dire, avec ce type de diversité génétique, on peut se poser des questions comme est-ce que cette mutation a un effet phénotypique? Et pour cela, on utilise des méthodes, des approches de génétique médicale et épidémiologique. Dans notre cas, ce qu'on dit, c'est est-ce que cette mutation, quand elle est apparue, et pourquoi cette mutation délétère, ou pourquoi cette mutation qui entraîne une réponse inflammatoire si importante est présente à une fréquence si importante dans la population, ou pourquoi cette mutation stop est présente dans une fréquence si importante dans la population. Cela, on utilise des méthodes en génétique de population et génétique évolutive, le but étant de mieux comprendre les phénotypes, donc de mieux comprendre aussi notre variabilité éventuellement dans la pathologie. Et donc pour finir, j'ai juste remercié les gens qui ont participé dans toutes ces études que je vous ai montrées, comme nos collaborateurs
et les gens qui payent tous ces travaux. Merci beaucoup.